Ma sœur a accéléré en direction de ma fille de 6 ans qui jouait dans l'allée, prétendant que c'était un accident. Ma fille a été projetée sur le trottoir et est restée là, inconsciente. Quand j'ai hurlé à l'aide, ma mère a dit, elle en fait trop, comme d'habitude. Papa a ajouté, ta sœur ne ferait jamais ça exprès. Ma sœur est sortie de la voiture avec un sourire en coin. Elle n'aurait pas dû se trouver là. À l'hôpital, ma famille a dit que je mentais pour attirer l'attention et que j'essayais de ruiner la réputation de ma sœur. Maman a dit au médecin, elle invente des histoires tout le temps. Papa a ajouté, notre fille est une conductrice prudente. Cette mère est folle. Mais quand mon voisin de 78 ans s'est présenté à l'hôpital avec les enregistrements de sa caméra de bord, tout a changé. Elle n'aurait pas dû se trouver là. Ces quelques mots sont sortis de la bouche de ma sœur, Brianna, pendant que ma fille de 6 ans, Chloé, gisait inconsciente dans l'allée. Son petit corps était affalé contre le béton comme une poupée jetée au rebut. Une flaque de sang se formait sous ses boucles blondes. Son bras gauche était plié à un angle qui m'a soulevé le cœur. J'étais déjà à genoux à côté d'elle, mes mains planant au-dessus de son corps, terrifiée à l'idée de la toucher, de la bouger, terrifiée que si je détournais le regard ne serait-ce qu'une seconde, elle cesserait de respirer. La chaleur du mois d'août irradiait du bitume par vagues. Et quelque part derrière moi, j'entendais le moteur de la voiture de Brianna tourner encore, la portière conducteur grande ouverte. Appelez le 911, ai-je hurlé à mes parents, qui étaient sortis de la maison de mon enfance pour constater les dégâts. Ma mère, Patricia, se tenait figée sur le porche, la main sur la poitrine. Mon père, Gérald, descendait les marches lentement, comme s'il s'approchait d'un inconvénient mineur plutôt que du corps inerte de sa petite fille. Lindsay, calme-toi, a dit ma mère. Sa voix avait ce ton méprisant familier que j'endurais depuis 34 ans. Tu en fais trop, comme d'habitude. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. Mes doigts ont trouvé mon téléphone, glissant de sueur, et j'ai réussi à composer le numéro des urgences tout en vérifiant le pouls de Chloé. Il était là, faible, mais présent. Ta sœur ne ferait jamais ça exprès, a ajouté mon père, se dirigeant vers Brianna plutôt que vers moi. Il a passé son bras autour de ses épaules alors qu'elle s'appuyait contre sa berline argentée, examinant ses ongles manucurés. L'opérateur du 911e posait des questions. Adresse. Nature de l'urgence. Âge de la victime. J'ai répondu machinalement en regardant le visage de ma sœur. Elle a croisé mon regard et le coin de sa bouche s'est relevé. Un sourire en coin assez subtil pour que quiconque y jetant un œil puisse le manquer, mais je l'ai vu clairement. Elle avait accéléré. J'avais vu sa voiture bondir en avant alors que Chloé se trouvait directement sur sa trajectoire. Ma fille avait été en train de dessiner à la craie sur l'allée, créant un chef-d'œuvre arc-en-ciel qu'elle voulait montrer à sa grand-mère. Brianna était arrivée vite, trop vite, et puis, au lieu de freiner en voyant Chloé, son moteur avait rugi. L'ambulance est arrivée en 7 minutes. 7 minutes pendant lesquelles ma mère m'a dit d'arrêter de faire mon drame. 7 minutes pendant lesquelles mon père a réconforté Brianna alors qu'elle se plaignait de la rayure sur son pare-choc. 7 minutes pendant lesquelles j'ai tenu la main de ma fille en la suppliant de se réveiller. Les ambulanciers ont chargé Chloé sur une civière avec une efficacité routinière. L'une d'eux, une femme aux yeux bienveillants, m'a touché l'épaule et m'a dit que ma fille respirait par elle-même, qu'il fallait l'emmener à l'hôpital immédiatement. Je suis montée dans l'ambulance sans un regard pour ma famille. À l'hôpital Riverside Memorial, les médecins ont emmené Chloé pour des examens. Crâne fracturé, bras cassé, hémorragie interne à surveiller. Elle était stable mais inconsciente, et il ne pouvait pas me dire quand elle se réveillerait. J'ai appelé mon mari, Marcus, qui était en voyage d'affaires à 3 États de là. Il a réservé le premier vol pour rentrer, la voix brisée quand je lui ai décrit ce qui s'était passé. Je suis restée assise seule dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs pédiatriques, ma robe détachée du sang de ma fille, essayant de comprendre comment l'après-midi avait pu basculer si complètement. Ma famille est arrivée 40 minutes plus tard. Ils sont entrés tous les 3 ensemble, formant un front uni, et les premiers mots de ma mère ont été adressés au médecin de garde. « Docteur, je dois vous faire comprendre quelque chose à propos de ma fille, Lindsay.
La voix de Patricia portait l'autorité de quelqu'un habitué à être cru. Elle invente des histoires. Elle l'a toujours fait. Elle est jalouse de sa sœur depuis l'enfance et elle utilise clairement cet accident pour attirer l'attention. Je me suis levée si vite que ma chaise a raclé le lino. Vous êtes sérieux, là? Chloé est là-dedans avec un crâne fracturé et vous? Vous voyez ce que je veux dire? Ma mère s'est retournée vers le médecin, un homme grand aux tempes grisonnantes qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Cette hystérie, c'est constant avec elle. Mon père s'est avancé, posant une main sur le bras du médecin comme s'ils étaient de vieux amis. Notre fille, Brianna, est une excellente conductrice. Elle n'a jamais eu d'accident de sa vie. Quoi que l'INSEE pense avoir vu, je peux vous assurer que ce n'était rien de plus qu'une malheureuse erreur. Elle a accéléré, ai-je dit, la voix montant. Elle a vu Chloé et elle a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Je l'ai vu de mes propres yeux. Brianna s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, bien que je n'ai remarqué aucune larme. Je me sens horriblement mal. C'était un accident. Chloé a surgi devant moi si soudainement, et j'ai paniqué. J'ai dû me tromper de pédale. Elle a regardé le médecin avec de grands yeux innocents. Tout s'est passé si vite. Le médecin s'est excusé pour aller vérifier l'état de Chloé, visiblement désireux d'échapper à notre drame familial. Dès qu'il a disparu derrière les portes battantes, ma mère s'est tournée vers moi avec une hargne que je n'avais plus entendue depuis mon adolescence. C'est exactement le genre de coup que tu nous fais toujours. Ta sœur a fait une erreur honnête et tu essaies de transformer ça en quelque chose de sinistre parce que tu ne supportes pas que nous soyons proches. Tu as besoin d'une aide professionnelle, l'INSEE. Ma fille est inconsciente dans un lit d'hôpital et vous défendez la personne qui l'y a mise. C'est ta sœur, a dit mon père. Comme si cela expliquait tout, comme si les liens familiaux excusaient une tentative de meurtre. Car c'est ce que c'était. Je le savais au plus profond de moi, même si je ne pouvais pas le prouver. Brianna n'avait jamais voulu d'enfant. Elle avait fait des commentaires pendant des années sur le fait que Chloé était gâtée, que je la laissais tout faire, à quel point elle trouvait l'énergie et l'enthousiasme de ma fille agaçants. Il y a 3 semaines, au dîner d'anniversaire de mes parents, Chloé avait accidentellement renversé un verre de vin sur le sac à main de créateur de Brianna. Le visage de ma sœur s'était crispé de rage avant qu'elle ne se reprenne, et elle avait passé le reste de la soirée à lancer des regards noirs à ma fille. J'avais mis ça sur le compte du drame habituel de Brianna. J'avais sous-estimé la profondeur de son ressentiment. La salle d'attente me semblait étouffante. Ma famille s'est installée sur des chaises de l'autre côté, murmurant entre eux, me jetant parfois des regards allant de la pitié au mépris. Je ne pouvais pas partir car Chloé pouvait se réveiller, avoir besoin de moi, mais être dans le même espace que me donnait la chair de poule. Les portes automatiques se sont ouvertes et une silhouette que je n'ai pas reconnue immédiatement est entrée en traînant les pieds. Un homme âgé en cardigan, légèrement voûté, avec des cheveux blancs clairsemés et des lunettes épaisses. Il tenait quelque chose dans ses mains burinées, un petit appareil noir que je n'ai pas pu identifier de l'autre côté de la pièce. Il a regardé autour de lui, m'a repéré et a commencé à marcher dans ma direction avec une détermination surprenante pour quelqu'un de son âge. En se rapprochant, je l'ai reconnu. Harold Brennan. Il habitait à 2 maisons de chez mes parents. Il vivait là depuis plus de 50 ans. Je l'aidais à porter ses courses quand j'étais adolescente. L'INSEE, a-t-il dit, sa voix mince mais stable. J'ai vu l'ambulance. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Il a levé l'appareil, une caméra de bord. J'étais assis dans ma voiture dans mon allée, sur le point d'aller à la pharmacie. J'ai tout vu et je l'ai enregistré en vidéo. Le silence se fit dans la pièce. Je pouvais sentir l'attention de ma famille se tourner vers nous comme un projecteur. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» a exigé ma mère en se levant de sa chaise. Harold l'a complètement ignoré. Ses yeux, grossis par ses épaisses lentilles, sont restés fixés sur les miens. J'ai vu la voiture de votre sœur entrer dans l'allée à une vitesse modérée. Elle avait une visibilité parfaite. Votre fille était bien en vue, accroupie avec ses craies. La voiture a ralenti comme si elle allait s'arrêter. Il a fait une pause, la mâchoire serrée. Puis, elle a accéléré, droit sur l'enfant.
Il n'y a eu aucune hésitation. Aucune embardée. La voiture la visait. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis agrippée au bras d'une chaise pour me stabiliser. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a dit Brianna sèchement, abandonnant son rôle de victime en larmes. Harold s'est tourné vers elle pour la première fois. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, jeune femme. C'est précisément pour cela que j'ai installé une caméra de bord qui enregistre en haute définition. Il a appuyé sur un bouton de l'appareil et un petit écran s'est allumé, montrant la vidéo. Voulez-vous voir? J'ai regardé la vidéo par-dessus son épaule. L'horodatage indiquait la date et l'heure d'aujourd'hui. L'allée de mes parents était clairement visible depuis le point de vue d'Harold de l'autre côté de la rue. Chloé était agenouillée sur le béton dans son short rose et son t-shirt blanc, ses cheveux blonds captant la lumière du soleil pendant qu'elle dessinait. La berline argentée de Brianna est apparue au bord du cadre, a tourné dans l'allée et a ralenti. Puis, sans équivoque, la voiture a bondi en avant. Chloé a levé les yeux au son petit visage marquant la confusion avant l'impact. La berline l'a heurté avec assez de force pour envoyer son corps rouler sur le bitume comme une poupée de chiffon. Les feux de stop de Brianna ne se sont allumés qu'après la chute de Chloé. La vidéo montrait autre chose aussi. Quelque chose que j'avais été trop paniquée pour remarquer sur le moment. À travers le pare-brise, capturé avec une clarté surprenante, le visage de Brianna était visible juste avant l'impact. Elle n'était pas paniquée. Elle n'était pas confuse. Son expression était concentrée. Intentionnelle. J'ai déjà appelé la police, a dit Harold doucement. Ils sont en route pour l'hôpital. Je leur ai dit que j'avais des preuves vidéo de ce qui semblait être une agression véhiculaire délibérée sur un enfant. Le sang-froid de Brianna s'est effondré. Vous radotez, vieille imbécile. Cette vidéo ne prouve rien. Je me suis trompée de pédale. Je paniquais. La vidéo vous montre en train de regarder l'enfant pendant 3 secondes complètes avant d'accélérer, a répondu Harold calmement. J'ai peut-être 78 ans, mais j'ai passé 40 ans comme ingénieur mécanique. Je connais la différence entre quelqu'un qui appuie sur la mauvaise pédale en panique et quelqu'un qui applique intentionnellement une pression sur un accélérateur. Votre moteur a vrombi. Les feux de stop ne s'allument pas quand un conducteur appuie sur l'accélérateur. Ma mère a attrapé le bras d'Harold. Vous n'avez aucun droit de vous mêler des affaires de famille. Quoi que vous pensiez avoir vu. Retirez votre main de mon bras, Patricia. La voix d'Harold est devenue glaciale. Je connais votre famille depuis que vos filles sont en couche. J'ai observé comment vous avez traité Lindsay par rapport à Brianna pendant des décennies. J'ai vu des choses depuis ma fenêtre sur lesquelles je me suis tue parce que ce n'était pas ma place. Il a dégagé son bras. Mais je ne resterai pas silencieux quand un enfant est presque tué. 2 policiers sont entrés dans la salle d'attente avant que ma mère ne puisse répondre. Ils se sont présentés, ont demandé qui avait appelé à propos de l'incident, et Harold s'est avancé pour s'identifier. Il a remis la caméra de bord et a expliqué ce dont il avait été témoin et ce qu'il avait enregistré. Les policiers ont regardé la vidéo sur un ordinateur portable que l'un d'eux a sorti. Leurs expressions sont devenues de plus en plus sombres. Quand la vidéo s'est terminée, ils ont échangé un regard qui communiquait quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Madame, a dit la policière en s'adressant à Brianna. Nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. C'est ridicule. Mon père s'est interposé entre Brianna et les policiers. Ma fille a déjà expliqué ce qui s'est passé. C'était un accident. Elle s'est trompée de pédale. Monsieur, nous avons des preuves vidéo qui suggèrent le contraire. Nous n'arrêtons pas votre fille pour le moment, mais nous devons mener un interrogatoire formel. Je n'irai nulle part sans mon avocat, a lâché Brianna. C'est votre droit, le ton de l'officier est resté professionnellement neutre. Mais vous devez savoir que la vidéo montre ce qui semble être une accélération intentionnelle vers un enfant de 6 ans. Si vous refusez de coopérer, nous demanderons un mandat d'arrêt. Les heures suivantes se sont confondues. La police a emmené Brianna pour interrogatoire. Mes parents ont suivi, menaçant de poursuites judiciaires contre Harold, contre l'hôpital, contre moi.
Je suis restée au chevet de Chloé, tenant sa petite main, regardant les moniteurs qui suivaient ses signes vitaux. Marcus est arrivé à 2 heures du matin, le visage livide et les yeux rougis. Il m'a serré dans ses bras et ne m'a pas lâché pendant un long moment. Nous sommes restés assis ensemble dans la pénombre de la chambre de Chloé, écoutant le bip des machines, attendant que notre fille se réveille. Elle a ouvert les yeux au lever du soleil, groggy, confuse, mais vivante. Le premier mot qu'elle a prononcé a été « Maman », et je me suis effondrée en larmes. Les médecins l'ont gardée en observation. La semaine suivante, sa fracture du crâne guérissait bien. L'hémorragie interne s'était arrêtée d'elle-même. Son bras cassé nécessiterait un plâtre pendant 6 semaines. Elle se rétablirait complètement, nous ont-ils assuré, bien qu'elle ne se souvienne peut-être pas de l'incident lui-même. Une petite grâce. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé plus vite que je n'aurais pu l'anticiper. L'enquête de la police a découvert des messages textes sur le téléphone de Brianna qu'elle n'avait pas réussi à supprimer correctement. Des messages à sa meilleure amie datant de la veille de l'incident, se plaignant de devoir assister à une réunion de famille où cette gamine serait présente. Des messages exprimant sa colère que notre mère achetait encore des cadeaux d'anniversaire à Chloé alors que c'était Brianna qui méritait l'attention. Et un message envoyé juste 3 heures avant que Brianna ne tue presque ma fille, qui disait « J'en ai tellement marre de cette gosse. Elle gâche tout. Il faut que quelque chose change. » La réponse de son amie, que Brianna avait montrée aux enquêteurs en espérant que cela l'aiderait, a en fait aggravé les choses. Elle disait « Ne fais rien de fou. » Lol. Brianna avait répondu avec un seul emoji, une voiture. Le procureur a inculpé Brianna de tentative de meurtre sur mineur, d'agression aggravée et de mise en danger de la vie d'autrui. La vidéo, combinée au message texte, brossait un tableau de préméditation que même mes parents ne pouvaient pas nier. Ma mère m'a appelé le jour après l'arrestation de Brianna. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie masochiste de moi voulait entendre ce qu'elle allait dire. C'est de ta faute, a-t-elle sifflé au téléphone. Si tu avais juste laissé tomber, si tu n'avais pas encouragé ce vieil homme à impliquer la police, nous aurions pu gérer ça en famille. Ta sœur a besoin d'aide, pas de prison. Elle a toujours été sur les nerfs. Tu sais que le stress de son divorce a été. Maman, ai-je interrompu, la voix vide. Brianna a essayé de tuer Chloé exprès. Il y a des preuves vidéo. Elle a toujours été sur les nerfs. Tu le sais. Elle a des difficultés depuis que ses fiançailles ont été rompues l'année dernière, et maintenant ça. Tu as 2 filles. L'une que tu as méprisée et rabaissée pendant 34 ans. L'autre que tu as excusée et dont tu as encouragé les caprices jusqu'à ce qu'elle pense pouvoir s'en tirer avec un meurtre. J'ai pris une inspiration qui a secoué ma poitrine. J'en ai fini. Ne m'appelle plus. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué le numéro de Brianna, bien qu'elle fût en détention et n'aurait pas pu me contacter de toute façon. Le procès a commencé 4 mois plus tard. L'avocat de la défense de Brianna a essayé toutes les stratégies imaginables. Il a soutenu que la vidéo était trompeuse, que l'angle faisait paraître intentionnel une confusion de pédales due à la panique. Il a fait venir un témoin expert qui a attesté que la confusion frein-accélérateur était courante dans les situations de stress élevé. Il a dépeint Brianna comme une femme fragile traversant un divorce difficile, submergée par les pressions familiales, incapable de faire du mal à un enfant. Harold Brennan a témoigné avec la dignité tranquille d'un homme qui avait passé sa vie à traiter des faits et de la précision. Il a expliqué son parcours en ingénierie mécanique, détaillé les aspects techniques de ce que la vidéo montrait, et a répondu à chaque question du contre-interrogatoire avec un calme imperturbable. Le procureur a présenté les messages textes au jury. Elle a montré des photos des blessures de Chloé, les ecchymoses violettes, le visage enflé, le plâtre sur son petit bras. Elle a appelé le médecin des urgences qui a décrit la gravité de l'impact nécessaire pour causer un tel traumatisme. J'ai témoigné aussi. J'ai décrit ce que j'avais vu. J'ai parlé du sourire en coin de Brianna. J'ai expliqué des années de tension, le ressentiment de ma sœur envers ma fille, la dynamique familiale qui avait fait croire à Brianna qu'elle ne pouvait rien faire de mal. Mes parents ont témoigné pour la défense.
Ils m'ont qualifiée d'instable, encline à l'exagération, jalouse de Brianna depuis l'enfance. Ma mère m'a regardée depuis la barre des témoins avec un tel mépris que plusieurs jurés se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Mais le procès a révélé autre chose. Quelque chose qui a changé tout ce que je pensais savoir sur ma propre histoire. Pendant la phase de communication des pièces, l'équipe de défense de Brianna a demandé des années de dossiers familiaux pour tenter de construire un dossier sur son instabilité mentale. Parmi ces dossiers se trouvaient les documents financiers de mes parents, leurs antécédents médicaux et une correspondance qui aurait dû rester enfouie à jamais. Le procureur a partagé certains documents avec moi avant qu'ils ne deviennent publics. Elle a dit que je méritais de savoir. Elle a dit que cela pourrait m'aider à comprendre. Quand j'avais 7 ans, j'avais été hospitalisée pendant 3 jours pour des blessures graves. Mes parents avaient dit au médecin que j'étais tombée dans les escaliers de la cave. Le dossier médical montrait une série d'ecchymoses incompatibles avec une chute, des blessures de défense sur mes avant-bras, et des marques en forme d'empreintes digitales sur le haut de mes bras. Une assistante sociale avait été chargée d'enquêter. 2 semaines plus tard, l'affaire avait été classée sans suite. Mon père avait fait un don substantiel à l'aile pédiatrique de l'hôpital ce même mois. Je n'avais aucun souvenir de cela. Absolument aucun. En lisant les documents, mes mains tremblaient si violemment que les pages claquaient contre la table de la salle de conférence. Il y a plus, a dit le procureur doucement. 3 autres incidents figuraient dans les dossiers. À 9 ans, une clavicule cassée, prétendument à cause d'un accident de vélo. À 11 ans, une commotion cérébrale, soi-disant en me cognant la tête contre une porte de placard. À 14 ans, un poignet fracturé attribué à une chute pendant le cours de gym. Chaque fois, les blessures présentaient des schémas qui ne correspondaient pas aux explications. Chaque fois, aucune enquête plus approfondie n'a eu lieu. Brianna n'a jamais été hospitalisée une seule fois pendant toute notre enfance. Ni pour des blessures, ni pour une maladie, ni pour quoi que ce soit. La prise de conscience m'a submergée par vagues. Mes parents n'avaient pas seulement favorisé Brianna. Ils m'avaient activement fait du mal, puis avaient effacé les preuves. Les souvenirs auxquels je ne pouvais pas accéder n'étaient pas absents parce que rien ne s'était passé. Ils étaient absents parce que mon esprit s'était protégé de la seule manière qu'il connaissait. J'ai passé les semaines avant le procès à travailler avec un spécialiste des traumatismes. Des fragments ont commencé à faire surface, pas des souvenirs complets, mais des sensations. L'odeur de la cave, le bruit d'une porte qui se verrouille, le sentiment d'être très petite et très effrayée, et de savoir que personne ne viendrait m'aider. Le témoignage de ma mère a pris un nouveau sens quand je l'ai entendu à travers ce prisme. Elle ne défendait pas seulement Brianna. Elle protégeait un secret de famille qui avait suppuré pendant des décennies. Si les gens commençaient à croire que Brianna pouvait délibérément faire du mal à un enfant, ils pourraient commencer à se poser des questions sur ce qui s'était passé d'autre dans cette maison. Le procureur a décidé de ne pas présenter mes dossiers médicaux d'enfance comme preuve. Elle a dit que cela compliquerait l'affaire, détournerait l'attention de ce que Brianna avait fait à Chloe. Je comprenais son raisonnement, mais une partie de moi voulait que le monde sache. Une partie de moi voulait me lever dans cette salle d'audience et dire, voilà ce qu'ils sont. Voilà ce qu'ils ont toujours été. Au lieu de cela, je suis restée assise en silence dans la galerie et j'ai regardé le système fonctionner. Marcus a témoigné sur le jour de l'incident. Il n'en avait pas été témoin direct, mais il a décrit avoir reçu mon appel, la terreur dans ma voix, la façon dont je ne pouvais pas m'arrêter de trembler quand il est finalement arrivé à l'hôpital. Il a parlé de la convalescence de Chloe, des cauchemars qu'elle faisait, de la façon dont elle sursautait au bruit des moteurs de voiture pendant des mois après. L'avocat de la défense a essayé de dépeindre Marcus comme étant partial, comme quelqu'un qui soutiendrait naturellement la version des faits de sa femme. Marcus est resté calme lors du contre-interrogatoire, sa voix stable. Je crois ma femme parce qu'elle ne m'a jamais donné de raison de ne pas le faire, a-t-il dit. Et je crois la vidéo parce qu'elle montre exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de l'interpréter. J'ai juste besoin de la regarder. Chloe n'a pas témoigné. Le juge a statué que son âge et le traumatisme qu'elle avait subi rendaient son témoignage inutile, surtout compte tenu des preuves vidéo. J'étais soulagée.
L'idée que ma fille soit assise à cette barre des témoins, interrogée par l'avocat de Brianna, me rendait physiquement malade. Mais Chloe avait écrit quelque chose des mois plus tôt pendant sa convalescence. Sa thérapeute l'avait suggéré dans le cadre de son processus de guérison, une lettre à la personne qui lui avait fait du mal, à ne jamais envoyer, mais destinée à l'aider à traiter ses sentiments. Lors de l'audience de détermination de la peine, 6 semaines après le verdict, le juge a autorisé un défenseur des droits des victimes à lire la lettre de Chloe à haute voix comme une déclaration d'impact de la victime. La lettre était simple, directe, dévastatrice. Chère tante Brianna, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais ma maman m'a dit que tu m'as fait mal avec ta voiture. Je ne comprends pas pourquoi. Je pensais que tu étais ma famille. Je te dessinais des dessins, mais tu ne les mettais jamais sur ton frigo comme maman le fait. J'ai une cicatrice sur la tête maintenant. Mes amis me posent des questions dessus, et je ne sais pas quoi dire. Je fais parfois de mauvais rêves avec des voitures qui viennent vers moi. J'espère que tu te feras aider pour ne plus faire de mal à personne. Je te pardonne parce que maman dit que garder de la colère dans son cœur le rend lourd, mais je ne veux plus te revoir. Avec amour, Chloe. Plusieurs jurés ont essuyé leurs larmes lorsque le défenseur des droits a fini de lire. Ma mère a fait un bruit de dégoût depuis la galerie, et le juge l'a avertie de rester silencieuse ou d'être expulsée. La défense a appelé un psychiatre qui a témoigné que Brianna souffrait d'un trouble explosif intermittent, qu'elle éprouvait des épisodes de rage incontrôlables dont elle ne se souvenait pas après coup. Le psychiatre a suggéré que l'incident avec Chloe aurait pu être un tel épisode, une impulsion soudaine et écrasante que Brianna ne pouvait ni contrôler ni se rappeler clairement. Le procureur a démoli cette théorie lors du contre-interrogatoire. Elle a souligné que le trouble explosif intermittent impliquait généralement des explosions impulsives, et non des actions préméditées. Elle a noté les messages textes envoyés des heures avant l'incident, le calme affiché par Brianna immédiatement après, le sourire en coin dont j'avais été témoin. Elle a demandé au psychiatre si quelqu'un en proie à un épisode de rage incontrôlable aurait la présence d'esprit de vérifier sa manucure pendant que sa victime gisait en sang sur le béton. Le psychiatre n'a eu aucune réponse satisfaisante. Ma mère a témoigné pour la défense le 3e jour du procès. Elle portait un tailleur bleu marine et des perles, ses cheveux professionnellement coiffés, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à la grand-mère bien-aimée de quelqu'un, le genre de femme qui fait des biscuits et fait du bénévolat à l'église. Elle m'a décrite comme étant perturbée depuis l'enfance. Encline à l'exagération, jalouse des réussites de Brianna, désespérée d'attirer l'attention, même si cela nécessitait d'inventer des histoires. Elle a dit que j'avais toujours été difficile, que j'avais causé des problèmes dans la famille depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Lindsay n'a jamais été heureuse à moins d'être le centre de l'attention, a témoigné ma mère. Quand Brianna excellait dans quelque chose, Lindsay trouvait un moyen de créer un drame. Cette situation n'est pas différente. Elle a vu un accident et l'a transformé en tentative de meurtre parce qu'elle ne supporte pas que Brianna reçoive de la sympathie. Le contre-interrogatoire du procureur a été chirurgical. Madame Holloway, vous avez témoigné que Lindsay a l'habitude d'inventer des histoires. Pouvez-vous donner un exemple précis? Ma mère a hésité. Eh bien, il y a eu de nombreux cas au fil des ans. Un exemple précis, s'il vous plaît, avec des détails. Une fois, elle a prétendu qu'un professeur avait été injuste avec elle alors qu'en réalité, elle n'avait simplement pas rendu un devoir. Quel âge avait Lindsay quand cela s'est produit? Je crois qu'elle était au collège. Donc, votre preuve que Lindsay invente des allégations sérieuses est indifférent sur un devoir quand elle avait 12 ans. Le sang-froid de ma mère a vacillé. Il y a eu d'autres cas. Est-ce que l'un de ces cas a été documenté, signalé aux autorités, fait l'objet d'une enquête d'une manière ou d'une autre? Non. Mais laissez-moi vous poser une autre question, Madame Holloway. Quand vous êtes arrivée à l'hôpital le jour de l'incident, quelle a été la première chose que vous avez dite au médecin de garde? Le visage de ma mère s'est crispé. Je ne me souviens pas exactement. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Selon les notes du médecin, vous avez dit, et je cite, « Ma fille Lindsay invente des histoires. Elle l'a toujours fait. » Est-ce exact? J'étais bouleversée. J'essayais de donner un contexte.
Je voulais qu'ils comprennent que l'INSEE a tendance à dramatiser à l'excès. Votre petite fille de 6 ans venait d'être heurtée par une voiture et était dans un état critique. Comment exactement sa mère pourrait-elle dramatiser à l'excès cela? Ma mère n'a pas eu de réponse. Elle a regardé vers mon père dans la galerie, ses yeux implorant un secours qui ne pouvait pas venir. Le procureur a continué. Madame Holloway, les preuves vidéo montrent clairement votre fille, Brianna, accélérant vers un enfant qui est visible dans l'allée. Contestez-vous ce que la vidéo montre? Les vidéos peuvent être trompeuses. L'angle. Je pose une question simple. Voyez-vous la voiture accélérer dans la vidéo? Oui ou non? Un long silence. Oui. Voyez-vous l'enfant dans l'allée avant que la voiture n'accélère? Oui. Voyez-vous un obstacle qui aurait empêché votre fille de voir l'enfant? Non. Mais elle devait être distraite? Ce n'était pas ma question. Y a-t-il un obstacle visible? Non. Merci. Pas d'autres questions. Ma mère a quitté la barre des témoins en paraissant 10 ans de plus que lorsqu'elle y était montée. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Brianna a hurlé lorsque le verdict a été lu. Elle a dû être maîtrisée par les huissiers de justice alors qu'elle criait que j'avais ruiné sa vie, que Chloé méritait ce qu'elle avait eu, que nos parents s'assureraient que je paierais pour cela. Ma mère s'est effondrée contre mon père en sanglotant. Le juge a ordonné une suspension de séance pour rétablir l'ordre. Lors de la détermination de la peine, 6 semaines plus tard, Brianna a reçu 22 ans de prison d'État. La juge, une femme plus âgée aux cheveux gris acier et des lunettes de lecture perchées sur le nez, a fait une déclaration dont je me souviendrai toute ma vie. L'accusé a délibérément utilisé son véhicule comme une arme contre un enfant de 6 ans. La victime n'a survécu que par chance. L'accusé n'a montré aucun remords pendant le procès, aucune reconnaissance de la gravité de ses actes, et a en fait preuve d'une hostilité continue envers la victime et sa mère. Le tribunal a pris en compte l'état mental de l'accusé, les circonstances familiales et son absence d'antécédents criminels. Aucun de ces facteurs n'excuse la tentative intentionnelle de tuer un enfant. Brianna a été emmenée, menottée. Elle ne m'a pas regardé en passant. Les conséquences se sont propagées de manière inattendue. Harold Brennan est devenu une sorte de célébrité locale. Les médias ont repris l'histoire du voisin âgé dont les enregistrements de caméras de bord avaient révélé une tentative de meurtre. Il a donné une seule interview dans laquelle il a dit qu'il était simplement heureux que la petite fille aille bien et que justice ait été rendue. Il est décédé paisiblement dans son sommeil 8 mois plus tard. J'ai pris la parole à ses funérailles, bien que j'ai à peine réussi à terminer mes remarques sans pleurer. Mes parents ont tenté de me contacter plusieurs fois par divers canaux. Des lettres sont arrivées que j'ai jetées sans les ouvrir. Ils se sont présentés une fois à l'école de Chloé en essayant de la voir et j'ai dû obtenir une ordonnance restrictive. Le jour où l'ordonnance a été accordée, mon père a envoyé un dernier message par l'intermédiaire d'un avocat de la famille: « Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es satisfaite. » Je n'étais pas satisfaite. J'étais épuisée, le cœur brisé, et je luttais pour comprendre comment les personnes qui étaient censées m'aimer avaient choisi l'agresseur de ma fille plutôt que ma fille, plutôt que moi. Mais Chloé a guéri. Ses blessures physiques se sont refermées et estompées. Les cauchemars qui l'ont tourmentée pendant les premiers mois ont finalement cessé. Elle ne se souvenait pas de l'impact lui-même, seulement de fragments, dessinés à la craie, un bruit fort, se réveiller dans un lit d'hôpital. Sa thérapeute a dit que c'était normal, que les jeunes esprits se protègent souvent en enfouissant les traumatismes. Marcus et moi avons déménagé dans une autre ville 18 mois après le procès. Un nouveau départ, de nouvelles écoles. Personne qui connaissait notre histoire. Nous avons acheté une maison avec une longue allée qui m'a noué l'estomac la première fois que je l'ai vue. Mais j'ai refusé de laisser la peur dicter où ma famille vivrait. 3 ans ont passé. Je faisais du bénévolat au carnaval de l'école de Chloé quand une femme s'est approchée de moi au stand de maquillage. Elle avait à peu près mon âge, des cheveux foncés et des yeux nerveux. Quelque chose chez elle me semblait familier, bien que je ne puisse pas dire pourquoi. « Êtes-vous l'INSEE » a-t-elle demandé doucement.
J'ai posé mon pinceau. Est-ce que je vous connais? Je m'appelle Daniel Porter. J'étais la meilleure amie de Brianna, celle à qui elle a envoyé des textos avant. Elle s'est interrompue, son regard tombant sur la table entre nous. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. Que voulez-vous? M'excuser. Elle a levé les yeux et j'ai vu des larmes se former. Quand Brianna a envoyé ces messages, j'ai pensé qu'elle se défoulait simplement. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle le ferait vraiment. J'ai témoigné à son procès. Vous savez, le procureur m'a cité à comparaître. Je leur ai dit ce que les messages disaient, ce que Brianna disait depuis des mois à propos de votre fille. Je ne savais pas comment répondre. Je suis restée figée, le pinceau dégoulinant de bleu sur la table. Après le procès, j'ai commencé une thérapie, a poursuivi Daniel. J'ai essayé de comprendre comment j'avais manqué les signes, comment j'avais pu être amie avec quelqu'un capable de ça, et j'ai réalisé que j'avais manqué les signes parce que j'étais comme votre famille. Je l'encourageais. Je riais de ses commentaires sur Chloé. Je lui disais qu'elle avait raison d'être en colère à propos de l'incident du vin. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolée. Je sais que ça ne répare rien. Je voulais juste que vous sachiez que tous ceux qui soutenaient Brianna ne le font plus. Certains d'entre nous se sont réveillés. Elle a glissé une carte dans ma main, les coordonnées de son thérapeute écrites au dos, et s'est éloignée avant que je puisse formuler des mots. Cette rencontre m'a habité pendant des semaines. Elle n'a pas changé ce qui s'était passé, mais elle a déplacé quelque chose en moi. Le monde n'était pas entièrement divisé entre les gens qui me croyaient et ceux qui ne me croyaient pas. Certaines personnes existaient dans la zone grise de la complicité, de l'aveuglement volontaire, et certaines d'entre elles étaient capables de grandir. 2 mois après avoir rencontré Daniel, j'ai reçu un autre contact inattendu. Celui-ci est venu par l'intermédiaire de mon avocate, une demande formelle d'une réalisatrice de documentaire qui créait une série sur le contrôle coercitif dans les familles. Elle avait suivi mon cas et voulait inclure mon histoire, avec ma permission et ma participation. J'ai hésité. L'intimité que Marcus et moi avions soigneusement construite semblait précieuse, fragile. Chloé ne connaissait pas encore toute la vérité. Rendre cela public changerait tout. Mais j'ai pensé à la lettre d'Harold. Quelqu'un a remarqué. Quelqu'un s'en est soucié. Quelqu'un aurait dû en faire plus. Peut-être que je pourrais être cette personne pour un autre enfant piégé dans une famille comme la mienne. Peut-être que mon histoire pourrait aider une assistante sociale à être plus attentive, un médecin à poser des questions plus difficiles, un voisin à décrocher le téléphone au lieu de détourner le regard. J'ai accepté de participer, à certaines conditions. Chloé ne serait ni montrée ni nommée. Notre nouvelle ville ne serait pas identifiée. L'accent serait mis sur les défaillances systémiques qui avaient permis à la maltraitance de mon enfance de se poursuivre sans contrôle et qui avaient presque permis à Brianna d'échapper aux conséquences de sa tentative de meurtre sur ma fille. Le documentaire a mis 18 mois à être réalisé. Pendant ce temps, j'ai travaillé avec la réalisatrice pour rassembler des preuves, interviewer des experts et construire un récit qui était honnête sans être exploiteur. Les photos d'Harold sont devenues un élément central du film. Ces décennies de documentation silencieuse, un témoignage du pouvoir d'être témoin. Lorsque le documentaire a été diffusé, la réponse a été écrasante. Ma boîte de réception a été inondée de messages de personnes qui reconnaissaient leur propre famille dans la mienne. Certains étaient des survivants comme moi, trouvant enfin des mots pour ce qu'ils avaient vécu. D'autres étaient les enfants préférés, les enfants en or, écrivant pour avouer leur complicité et demander comment se racheter. Quelques-uns étaient des parents qui se voyaient en ma mère et mon père, qui voulaient changer avant qu'il ne soit trop tard. Je ne pouvais pas répondre à tous. J'en ai choisi une poignée, ceux dont la douleur semblait la plus vive, dont la situation semblait la plus urgente, et je leur ai répondu. Je les ai mis en contact avec des ressources, avec des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes familiaux, avec des organisations qui pouvaient les aider. Je suis devenue, d'une petite manière, la personne dont j'avais eu besoin quand j'étais jeune et seule, et convaincue que la maltraitance était de ma faute. Ma mère a regardé le documentaire. Je le sais parce qu'elle a envoyé une lettre, une vraie lettre physique sur son papier à lettre personnelle au cabinet de mon avocate, la seule adresse qu'elle avait.
La lettre n'était pas une excuse. C'était une menace. Elle m'accusait de diffamation, de détruire la réputation de la famille, d'exploiter l'accident de ma fille pour attirer l'attention et le profit. Elle exigeait que je publie une rétractation publique ou que je fasse face à des conséquences juridiques. Mon avocate a ri en la lisant. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, et tout ce qui se trouvait dans le documentaire était documenté, vérifié et soutenu par des preuves. Ma mère n'avait aucun dossier, et le savait presque certainement. La lettre était une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle, de me faire taire, comme elle m'avait fait taire pendant des décennies. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le documentaire parlait de lui-même, et les menaces de ma mère étaient les gesticulations impuissantes de quelqu'un qui avait finalement perdu le pouvoir de me blesser. Le résultat le plus étrange du documentaire est survenu 6 mois après sa diffusion. Une femme m'a contacté par l'intermédiaire de la réalisatrice, demandant à me rencontrer. Elle s'appelait Renée Davenport, la nièce de mon père, une cousine que j'avais rencontrée peut-être 2 fois dans toute ma vie. Elle vivait à l'autre bout du pays et était brouillée avec la famille de mon père depuis avant ma naissance. Nous nous sommes rencontrés dans un café d'une ville où aucune de nous ne vivait. Renée Davenport avait la 60aine, des cheveux argentés et les pommettes saillantes de mon père. Elle portait un dossier épais de papier. « J'ai regardé votre documentaire », a-t-elle dit sans préambule. « Et je dois vous dire quelque chose sur votre grand-mère. » « Ma grand-mère ? La mère de votre père. » L'histoire que Renée m'a racontée remontait à 3 générations. Notre grand-mère avait été une femme cruelle, sujette à des rages violentes et à la manipulation psychologique. Elle avait terrorisé ses enfants, y compris mon père, en utilisant des châtiments corporels et des abus émotionnels pour maintenir un contrôle absolu. Lorsque la mère de Renée, la sœur de mon père, avait essayé de protéger ses jeunes frères et sœurs, notre grand-mère l'avait entièrement déshéritée, l'effaçant des photos de famille et interdisant à quiconque de prononcer son nom. La mère de Renée s'était échappée, avait construit une vie loin de la famille, avait élevé Renée avec amour et stabilité. Mon père ne s'était pas échappé. Il était resté, avait intériorisé les méthodes de notre grand-mère, les avait transmises à la génération suivante comme un héritage empoisonné. Je ne vous dis pas cela pour excuser ce que votre père a fait, a dit Renée avec précaution. Il n'y a aucune excuse. Mais j'ai pensé que vous devriez savoir que la maladie dans votre famille n'a pas commencé avec vos parents. Elle remonte à plus loin que ça, et elle peut se terminer avec vous. Elle a fait glisser le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies de notre grand-mère, des lettres documentant ses abus, des coupures de journaux sur un scandale qui avait été étouffé dans les années 1950, des preuves d'un schéma qui remontait à près d'un siècle. J'ai pris le dossier. J'ai remercié Renée Davenport. Nous avons échangé nos coordonnées et promis de rester en contact, bien que je ne sois pas sûr que l'une ou l'autre d'entre nous le ferait. Le poids de l'histoire familiale était assez lourd sans y ajouter de nouvelles connexions à porter. Mais Renée avait raison sur une chose. Le cycle pouvait se terminer avec moi. Il se terminerait avec moi. Claude ne connaîtrait jamais la peur que j'avais connue, la douleur que j'avais endurée, la manipulation qui m'avait convaincu que mes propres perceptions étaient des mensonges. Elle grandirait dans un foyer où ses sentiments seraient validés, sa sécurité protégée, et sa valeur jamais remise en question. C'était ma vengeance, en fin de compte. Pas le procès, pas le documentaire, pas les menaces impuissantes de ma mère. Ma vengeance, c'était d'élever une fille qui ne comprendrait jamais ce que signifie ne pas être aimée par sa propre famille. Ma vengeance, c'était de briser une chaîne qui avait lié 4 générations. Ma vengeance, c'était le bonheur, donné et reçu librement, dans un foyer bâti sur la vérité et non sur des mensonges. Pas mes parents. Ils sont restés fermes dans leur défense de Brianna, lui rendant visite régulièrement en prison, maintenant son innocence à quiconque voulait bien l'écouter. J'ai appris cela par des parents éloignés qui brisaient occasionnellement le silence familial pour prendre contact. Je n'ai pas engagé la conversation. Ce chapitre était clos. 6 mois après la fin du procès, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu d'une femme nommée Judith Brennan, la fille d'Harold. Elle vidait la maison de son père après sa mort et avait trouvé quelque chose qu'elle pensait que je devrais voir.
Je me suis rendue chez Harold un mardi après-midi gris. La maison était exactement comme je m'en souvenais de mon adolescence, les mêmes volets verts, le même jardin méticuleusement entretenu, qui commençait maintenant à montrer des signes de négligence. Judith m'a accueillie à la porte avec une boîte en carton dans les bras. Papa gardait des dossiers sur tout, a-t-elle expliqué en me conduisant au salon. De vieux projets d'ingénierie, des coupures de journaux, des reçus datant de 40 ans. Mais cette boîte était différente. Il l'avait étiquetée à votre nom. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des dizaines de photographies, chacune datée et annotée de l'écriture précise d'Harold. Elle couvrait près de 2 décennies. La première photo me montrait à l'âge de 8 ans, debout dans l'allée de mes parents avec un plâtre au bras. Harold avait écrit, août 1996. L'enfant semble blessé. Les parents prétendent un accident de vélo. N'ai vu aucun vélo dans la cour. Une autre photo, datée de 3 ans plus tard, me montrait marchant vers le bus scolaire avec une boîterie visible. La note d'Harold disait, novembre 1999. Lindsay boite beaucoup. La mère m'a dit qu'elle s'est tordu la cheville en cours de gym. Lindsay a sursauté quand je lui ai posé la question. Il y en avait des dizaines d'autres. Des photos de moi l'air triste, blessée, petite et effrayée. Des photos de Brianna l'air suffisante, triomphante, intouchable. Des photos de mes parents chargeant des valises dans des voitures pour des vacances en famille auxquelles je n'apparaissais jamais. Au fond de la boîte se trouvait une enveloppe scellée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. La lettre à l'intérieur était manuscrite, datée de 2 semaines avant la mort d'Harold. Chère Lindsay, commençait-elle. Si vous lisez ceci, je suis probablement partie, et Judith a fait ce que j'ai demandé et vous a livré cette boîte. J'ai observé votre famille de l'autre côté de la rue pendant 52 ans. J'ai vu vos parents vous ramener de l'hôpital comme un nouveau-né. Je vous ai vu grandir, et j'ai vu des choses qui m'ont profondément troublé, mais que je me sentais impuissant à aborder. Vos parents étaient prudents. Ils ne faisaient jamais rien à la vue de tous. Mais je suis un homme observateur, et ma carrière d'ingénieur m'a appris à remarquer des détails que d'autres manquent. Les photos dans cette boîte documentent ce que j'ai vu au fil des ans, les blessures qui ne correspondaient pas aux explications, la peur dans vos yeux, la façon dont vous sembliez vous recroqueviller chaque fois que votre mère élevait la voix. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû signaler ce que je soupçonnais. Je me suis dit que ce n'était pas ma place, que les familles ont leur propre façon de gérer les choses, que je pouvais me tromper. C'étaient des excuses de lâche, et j'ai vécu avec la honte de celle-ci pendant des décennies. Quand j'ai vu ce qui est arrivé à Chloé, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieux. Cette fois, il y avait des preuves. Cette fois, je pouvais agir. Aider dans le cas de votre fille était le moins que je pouvais faire après vous avoir fait défaut pendant tant d'années. J'espère que vous trouverez la paix, Lindsay. J'espère que vous construirez une vie loin des gens qui vous ont fait du mal. Et j'espère que vous savez que quelqu'un vous voyait. Pas seulement le jour où Brianna a fait du mal, mais pendant toutes ces années où vous avez souffert seul. Quelqu'un a remarqué. Quelqu'un s'en est soucié. Quelqu'un aurait dû en faire plus. Avec un profond regret et des vœux sincères pour votre bonheur, Harold Brennan. Je suis restée dans le salon d'Harold, pleurant jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Judith s'est assise à côté de moi, une étrangère liée à moi uniquement par la vigilance silencieuse de son père, et elle n'a pas dit un mot. Elle m'a simplement tendu des mouchoirs et a attendu. La boîte de photos est devenue une preuve d'un autre genre, non pas pour une procédure judiciaire, mais pour ma propre compréhension. Je les ai partagées avec ma thérapeute, qui m'a aidé à contextualiser les fragments de mémoire qui avaient commencé à faire surface depuis le procès. Je les ai partagées avec Marcus, qui m'a aidé alors que j'expliquais ce que je commençais à comprendre de mon enfance. Je ne les ai pas partagées avec mes parents. Ils n'auraient fait que nier, dévier et manipuler, comme ils l'avaient toujours fait. Les photos n'étaient pas pour eux. Elles étaient pour moi. Armée de la documentation d'Harold et de mes propres souvenirs émergents, j'ai commencé à construire une chronologie de mon enfance qui avait enfin un sens. Les hospitalisations, les jours d'école manqués, la façon dont j'avais appris à me faire petite, silencieuse et invisible. La façon dont je m'étais convaincue que j'étais le problème, que j'étais difficile,
que je méritais tout ce qui m'arrivait. Je n'étais pas le problème. Je n'avais jamais été le problème. Cette prise de conscience n'est pas arrivée comme un seul moment de clarté, mais comme une aube graduelle, comme un lever de soleil après une nuit sans fin. Chaque séance de thérapie enlevait une autre couche. Chaque photo dans la boîte d'Harold confirmait un autre soupçon. Chaque fragment de souvenir qui revenait ajoutait une autre pièce à un puzzle que j'avais passé ma vie entière à refuser de voir. Mes parents m'avaient maltraité systématiquement, délibérément, pendant des années, et Brianna, l'enfant en or, la préférée, la fille qui ne pouvait rien faire de mal, avait appris de leur exemple. Elle avait absorbé leur cruauté, leur sentiment de tout mériter et leur certitude absolue que certaines personnes comptaient simplement plus que d'autres. Chloé comptait moins pour Brianna, tout comme j'avais compté moins pour mes parents. Le schéma était clair maintenant, laid et indéniable. J'ai envisagé de rendre publiques les photos d'Harold. Une journaliste m'avait contacté après le procès, intéressée par l'écriture d'un article plus long sur le dysfonctionnement familial et le système judiciaire. Elle voulait comprendre comment une famille pouvait se briser si complètement, comment des parents pouvaient choisir une fille plutôt qu'une autre avec des conséquences aussi dévastatrices. Finalement, j'ai refusé l'interview. Mon histoire n'était pas une mise en garde pour la consommation publique. C'était ma vie, et je voulais la vivre plutôt que de la disséquer pour l'édification d'étrangers. Mais j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai écrit des lettres à chacun des assistants sociaux et des médecins qui avaient été impliqués dans mes incidents d'enfance, ceux dont je pouvais trouver les coordonnées. Les lettres n'étaient pas accusatrices. Elles énonçaient simplement des faits. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui a été manqué. Voici quelles en ont été les conséquences. Je leur ai demandé de faire mieux, de regarder de plus près, de faire confiance à leur instinct quand quelque chose semblait anormal. 3 d'entre eux ont répondu. L'un s'est excusé. Un autre a défendu les limites du système. Une autre m'a remercié pour le rappel et a dit qu'elle porterait mes mots avec elle pour le reste de sa carrière. Ce n'était pas exactement justice, mais c'était quelque chose. Chloé a eu 9 ans au printemps où nous nous sommes pleinement installés dans notre nouvelle vie. Elle avait des amis, des passe-temps, une collection d'animaux en peluche qui débordait de son lit. Elle apprenait à jouer du violon, mal mais avec enthousiasme. Elle n'avait aucun souvenir de Brianna, aucune compréhension de pourquoi nous ne rendions jamais visite à mamie et papy, aucune connaissance du procès qui avait fait la une des journaux dans notre ancienne ville. Nous lui dirions un jour, quand elle serait assez grande pour le comprendre, pour comprendre la complexité de la famille, de la trahison et de la survie. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une enfant avec un sourire édenté et une obsession pour la biologie marine. À sa fête d'anniversaire, entourée d'enfants qui riaient et du chaos d'un château gonflable de location, Marcus a passé son bras autour de moi et a posé ses lèvres sur ma tempe. Elle est heureuse, a-t-il dit. J'ai regardé notre fille sauter et culbuter, son rire brillant et sans complexe. La cicatrice sur son front, généralement cachée par sa frange, a capté la lumière du soleil un instant avant qu'elle ne rebondisse plus loin. Elle l'est, ai-je convenu. Le bonheur n'était pas l'absence de ce qui s'était passé. C'était construire quelque chose de beau sur les décombres. C'était choisir chaque jour d'avancer au lieu de reculer. C'était protéger les personnes que j'aimais, même lorsque le coup était tout ce que je pensais savoir sur la famille. Brianna serait éligible à la libération conditionnelle dans 12 ans. Cette pensée ne me tenait plus éveillée la nuit. J'avais des systèmes de sécurité. J'avais des documents. J'avais une avocate sous contrat spécialisée dans les ordonnances de protection. Plus important encore, j'avais une fille qui s'épanouissait et un mari qui n'avait jamais douté un seul instant de mon récit des événements. La dernière fois que j'ai vu le visage de ma mère, c'était dans un reportage sur les familles divisées par le crime. Elle était interviewée devant la prison où Brianna était incarcérée, serrant une photo de ma sœur et clamant son innocence à un journaliste qui, de toute évidence, ne la croyait pas. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, diminuée en quelque sorte, les arêtes vives de sa cruauté usée jusqu'à devenir quelque chose de presque pitoyable. Presque. J'ai changé de chaîne et je n'ai pas regardé en arrière.